Allora, buonasera a tutti. C'est un moment très particulier, émouvant bien sûr, dans le cycle de conférences que nous avons mis en place pour la commémoration des 40 ans du statut donc de 1982 et de l'émergence de l'Assemblée de Corse. Parce que, comme vous le savez, le responsable scientifique de ce cycle de conférences était notre ami Jean-Yves Coppolani. Donc, je souhaiterais d'abord et avant tout qu'on prenne un moment, une minute, pour avoir une pensée pour lui. Je sais qu'il est avec nous. Voilà, c'est important. Merci. Merci. Alors, je tenais à remercier pour sa présence sa femme, Florence Jean, le doyen de la faculté de droit, ses collègues, Marie Soulas, qui l'a accompagné pendant des années, Louis Orsigne, bien sûr, et les plus jeunes. Je tiens en particulier à remercier André d'avoir accompagné Jean-Yves dans cette codirection scientifique. Merci beaucoup. Je te passe la parole 2 minutes, hein, ça me fait plaisir. Merci Nanette. Bonsoir à toutes et tous. Bien, je m'associe aussi à ces remerciements et je partage cette émotion. On veut dire la dernière fois qu'on a vu Jean-Yves, c'était 24 heures avant son décès. Et il s'inquiétait du bon déroulement de cette conférence. Parce qu'il était comme ça, il s'inquiétait de tout. Il s'inquiétait de tout. Je veux dire, c'était un perfectionniste extraordinaire qui nous a tant appris à tous, je veux dire, à qui j'ai fait mes débuts dans la recherche, à qui je dois énormément personnellement, qui m'a toujours soutenu, je veux dire, pour devenir à terre, IGA, maître de conférence, tout, partout, tout le temps. J'ai eu le soutien de Jean-Yves. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais non plus son perfectionnisme, je le disais, dans la recherche. Je veux dire, c'est ce qu'il devait nous présenter ce soir. Malheureusement, on n'a pas encore retrouvé les notes. Je suis à peu près certain qu'elles existent parce que c'était véritablement un sujet nouveau qu'il avait décidé de traiter. Il avait travaillé déjà assez longuement sur le travail du Parlement anglo-corse, c'est vrai, c'est publié dans le bulletin. C'est un travail qui lui ressemblait par sa finesse, par sa nuance. Oui, c'était un Parlement qui a été un petit peu réactionnaire, mais beaucoup moins qu'on a voulu le dire. Beaucoup moins qu'on a voulu le dire. Par exemple, qui n'a pas rétabli une noblesse en Corse. Bon. C'était un travail nouveau qu'il n'avait pas effectué sur toutes les institutions dont il devait traiter ce soir, dont le Conseil général de la Corse, présidé par Pascal Paoli, le tout premier, dont les conseils généraux à l'époque de la Restauration, à l'époque napoléonienne. Dire, tout ça, on espère pouvoir le retrouver, j'espère qu'on le retrouvera, et en tout cas, qu'on le retrouve ou pas, nous essaierons de faire encore mieux que ce qui était prévu pour que l'ouvrage tiré de ces conférences soit un ouvrage qui soit utile à la Corse et veut dire dont il puisse être fier. Et qui, bien évidemment, lui sera totalement dédié. Voilà, ça, je crois que c'est important. Je tiens à remercier aussi Antoine-Marie Graziani qui, malgré le contexte et ce moment très difficile, a accepté quand même d'être avec nous ce soir. En tant que conférencier, je ne vais pas présenter Antoine-Marie Graziani, vous le connaissez, et nous avons tous hâte de l'écouter sur les différentes assemblées et formes de gouvernement qui, à un moment donné, ont permis à la Corse, Caen, d'avancer malgré les soubresauts de notre histoire. Voilà. Donc je remercie Antoine-Marie, merci beaucoup d'être parmi nous. Je te passe la parole tout de suite. Oui, évidemment, c'est un contexte très très particulier. Le fait que Jean-Yves Coppolani ne soit plus là, bon, on avait discuté lorsque on s'était vu à Santa Lucia di Talane l'an dernier,
Et bon, j'avais pris la partie génoise, parce que c'est la partie qui m'était le plus simple et qui connaissait parfaitement la partie française. Donc voilà, donc partie génoise qui en fait démarre grosso modo à la fin du XVe siècle, avec des personnages qu'on va appeler egregido deci, c'est-à-dire les excellents 12 à l'origine. Ils ne s'appellent pas nobles 12, ils s'appellent excellents 12 au départ. On les voit apparaître dans les années 1496-1498. Alors, est-ce qu'ils étaient là auparavant? Ça, c'est difficile à établir. J'ai essayé de les trouver dans la partie milanaise, puisqu'on disait qu'en fait, à l'origine, c'était la période milanaise qu'il fallait les chercher. Donc, non, à ce jour, je n'ai pas trouvé de document qui aille dans ce sens-là. Et on a véritablement ces nobles 12 comme en fait des représentants de la terra del comune. Ça, c'est une première donnée importante. Ce ne sont pas les représentants de la Corse entière. À l'origine, ils sont les représentants de la terra del comune. Marcantonio Ceccaldi, qui écrit à ce moment-là, dans les années avant sa mort, en 1560, il écrit son ouvrage, son histoire de la Corse. Marcantonio Ceccaldi revient sur l'importance de ces nobles 12. Hein, et c'est tout à fait passionnant ce qu'il dit. Il dit « L'île pacifiée et tranquille restait soumise au gouvernement de Saint-Georges, et malgré tant de soulèvements, elle n'en éprouvait que des traitements paternels et bienveillants. D'ordinaire, les impôts ne montaient pas à plus de 20 soldi de gènes par an. Lors du syndicat des officiers, 6 Corses étaient toujours au nombre des syndicators, c'est-à-dire 3 nobles et 3 hommes du peuple. Leurs voix étaient aussi nombreuses et avaient la même valeur que celles des autres juges génois envoyés dans l'île à cet effet. En outre, les Corses nommaient chaque année 12 représentants choisis parmi eux, et on ne pouvait, sans leur consentement, rien ordonner dans l'île, sans rien changer, rien modifier. » Donc voilà le texte, si vous voulez, qui est la base, et c'est une base qui va évidemment être lue de manière totalement différente au fil du temps. C'est-à-dire qu'on va voir un Pascal Paoli récupérer complètement ce passage, il dit Philippines, mais en fait dans la réalité c'est Ceccaldi, pour expliquer en fait que ces personnages-là sont des personnages, vous voyez la formule, on ne pouvait sans leur consentement rien ordonner dans l'île, sans rien changer, rien modifier. Voilà. Donc ça c'est une donnée intéressante, puisque Ceccaldi est un partisan, en fait, en la réalité, d'une espèce de cogestion de l'île entre la Corse, entre les Corses et les Génois. Vraiment, c'est l'idée majeure, disons, de Ceccaldi. Et je disais, ce sont des gens qui représentent la terra del comune. La terra del comune, c'est grosso modo la Haute-Corse moins le Cap-Corse. C'est donc cette partie. Et en fait, dans la réalité, ils sont élus par cette terra del comune, mais pour les Génois, ils représentent l'île tout entière. La démonstration, elle est assez simple à faire. En 1540, lorsqu'on crée Porto Vecchio, au moment de la création de Porto Vecchio, donc les commissaires génois présents dans l'île, le commissaire extraordinaire génois, Grimaldi Braccello et Trollio Negroni, arrivent à Porto Vecchio avec Jean-Marie Olgiati et il crée Porto Vecchio. Il commence donc à établir les murs de la ville, en fait pour une colonie rurale qui est prévue d'être construite à Porto Vecchio pour une famille qui est une famille génoise, qui est la famille de Marini. Alors le problème, c'est qu'on construit les murs, en étant persuadé qu'on va avoir 200 personnes qui vont arriver avec de leur famille. Et patatras, en fait, dans la réalité, les marines ne viendront jamais. Et comme ils ne viennent pas, on est obligé d'aller chercher des populations ailleurs. Or, pour aller s'installer à Porto Vecchio à l'époque, il faut être fou. Donc, en fait,
qu'est-ce qu'on fait? On va se tourner vers les nobles 12 et on va dire aux nobles 12, il faut que vous nous trouviez des populations qui acceptent de s'installer à Porto Vecchio. Alors, comment les nobles 12 ont-ils agi? Visiblement pas très bien, si on comprend bien, si on voit les choses, puisqu'ils vont être interdits en 1547. Il va y avoir un interdit sur les nobles 12. Les Génois vont supprimer les nobles 12, purement et simplement, l'institution, en disant qu'en fait, dans la réalité, les nobles 12 qui étaient en poste avaient purement et simplement profité de la situation pour toucher des pots de vin par des populations qui... voilà. Et cette affaire de 1547, elle est intéressante parce qu'elle nous révèle ensuite la phase suivante. C'est 1557, et au milieu, entre 1547 et 1557, démarre la guerre des Franco-Turcs, en 1553. Et en 1557, pourquoi on rétablit les nobles 12 ? Et qui est-ce qui rétablit les nobles 12 ? Ça, c'est très intéressant. Ceux qui rétablissent les nobles 12, en fait, ce sont les Français. C'est Giordano Orsi, qui est le chef des troupes françaises en Corse, qui arrive de Paris avec un document dans lequel Henri II affirme que la Corse, désormais, fait partie de l'ensemble français. Or, il a besoin de faire passer l'information à la population. La meilleure solution, c'est de rétablir les nobles 12 pour avoir des interlocuteurs en face de lui à qui il puisse dire. Et ça donne tout de suite l'importance à ces nobles 12. Et de la même façon, en 1560, les commissaires génois de Saint-Georges, avec la nouveauté, c'est-à-dire le fait qu'ils ont récupéré la Corse à travers le traité du Cateau-Cambrésis en 1559, en 1560, donc ils récupèrent la Corse. Et lorsqu'ils récupèrent la Corse, ils se posent la question comment faire passer un impôt qui soit un impôt nouveau, un impôt qui change complètement la donne par rapport aux impôts tel qu'il avait été établi dès le milieu du XIVe siècle, tel qu'il avait été réinstallé au milieu du XVe siècle à travers l'affaire de 1453, un impôt réduit. Et les hommes de Saint-Georges ont en tête de faire payer la population la guerre. Ils ont en tête de faire payer la guerre aux populations. C'est un système qu'on connaît très bien. Les Anglais ont fait ça aussi en Amérique. Et c'est l'origine des révolutions de la révolution américaine. Donc c'est la même idée. Donc il faut faire payer aux populations la guerre. Et pour faire payer la population la guerre, on change le système de l'imposition. C'est-à-dire qu'on dit, on va regarder qu'est-ce que possède chacun. Et on va, au prorata, demander des sommes d'argent, etc. Alors cette solution-là va être abandonnée assez rapidement, puisque la guerre va reprendre en 1564, la guerre de San Piero, et à partir de ce moment-là, cette idée de la construction qui a permis de fabriquer malgré tout une pyramide qui n'a pas été trop travaillée. Et pourtant, c'est Giuseppe Felloni m'avait montré ce document pour la première fois, et c'était vraiment très intéressant parce qu'on voyait avec cette pyramide, on voyait l'état des fortunes de la Corse du temps. C'est une donnée qui est tout à fait intéressante pour les années, donc autour des années 1559-1560. Donc là, les commissaires de Saint-Georges ont à changer l'impôt. Pour changer l'impôt, il faut qu'ils obtiennent le blanc-seing des nobles 12. Il faut que les nobles 12 acceptent, si vous voulez, cette mutation. Ça, c'est une donnée qui est une donnée tout à fait importante. Alors, ces nobles 12, qui sont-ils ? Depuis l'origine, il y a, en fait, suivant le système génois, moitié-moitié. Moitié caporali, moitié popolani. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système génois, toutes les institutions sont divisées en deux. Il y a une partie qui représente le popolo. Le popolo, évidemment, ce n'est pas le peuple, entendons-nous soit dit. Soyons bien clairs là-dessus. Ce sont des notables, mais qui n'ont pas de titre, si vous voulez, nobiliaire, etc. Donc ce sont
C'est en grande partie la bourgeoisie qui représente les popolagnes. Et puis, à côté, donc, les caporales, et les caporales étant, en fait, dans la réalité, des anciens chefs du peuple qui sont progressivement devenus les remplaçants, quelque part, des seigneurs qui ont été éradiqués au milieu du XIVe siècle. Et donc, on va avoir à choisir ces deux ensembles-là. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, on ne sait pas exactement comment sont choisis les personnes, s'ils sont choisis, soit s'ils sont désignés. C'est très difficile à définir. Au milieu du XVIe siècle, à partir du moment où on passe sous le Sénat génois, il y a une mutation. Cette mutation, elle est très importante. On passe, en fait, à partir des années 1540-1550, on passe du système de la piève au système de la communauté. On a des communautés désormais. Et ces communautés vont s'établir progressivement. Leur nombre va grimper au fur et à mesure du siècle. Et ces communautés, on va leur demander d'envoyer des procurateurs. L'idée, si vous voulez, c'est que le gouverneur et les nobles 12 vont fonctionner ensemble. C'est l'idée de Ceccaldi, c'est la cogestion. C'est-à-dire que j'ai le gouverneur, il faut qu'il ait l'appui populaire. L'appui populaire, qu'est-ce que c'est ? Au départ, on réunit une foule de 4 ou 5 000 personnes, et ces 4 ou 5 000 personnes applaudissent le gouverneur, et le gouverneur rentre évidemment en place. Au fur et à mesure, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, changement. Le gouverneur, désormais, avant ça se passait au Lago Benedetto, désormais ça se passe à Bastia, dans le sein du palais des gouverneurs. Et en fait, dans la réalité, qu'est-ce que demande le gouverneur ? Le gouverneur demande que toutes les communautés envoient un procurateur. Et cet ensemble de procurateurs forme ce qu'on appelle la Veduta, qui deviendra, à la fin du XVIIe siècle, et ça, il faut quand même le dire, la consulta. Parce que la consulta, ce n'est pas une invention corse du tout. La consulta, c'est une invention génoise. Ce sont les Génois qui ont installé la consulta dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et en fait, dans la réalité, cette idée, si vous voulez, c'est d'avoir un groupe de gens qui vont voter. Lorsque le gouverneur, si vous voulez, arrive, il réalise sa veduta, et à la suite de la veduta, on fait le vote, et du vote va sortir les nobles 12. Alors le gouverneur, au début, il est là pour 13 mois. Dans un deuxième temps, il sera là pour 18 mois. Dans un troisième temps, au début du XVIIe siècle, il est là pour 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère à peu près le même système que le doge à Gênes, 2 ans, le biennio. Et en fait, ces nobles 12 vont être, alors évidemment sur 2 ans, ils vont être, à un moment donné, 12 du mois. Le 12 du mois, c'est celui qui, en fait, va rester auprès du gouverneur pendant 1 mois, en fait, dans la réalité 2, deux périodes différentes. Il va être à côté du gouverneur et il a toute une série de prérogatives auprès notamment des prisonniers, etc. Il y a toute une série de choses qu'il a à réaliser. Et c'est la raison pour laquelle on construira à côté du palais des gouverneurs la maison des 12. La maison des 12, en fait, on doit la comprendre comme ça, c'est-à-dire j'ai l'institution du gouverneur, très bien, j'installe à côté, alors évidemment la maison des 12, dans la réalité, ça n'est pas que pour les 12, et en fait, dans la réalité, le noble 12 du mois, il a un appartement au 2e étage de la maison des 12. Mais le bâtiment devient la maison des 12. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, on est devant un problème à partir des années 1580. Pourquoi on est devant un problème ? Eh bien parce que les populations du sud de l'île considèrent qu'elles ne sont pas représentées. Elles ne sont pas représentées parce que jusque-là, les nobles 12 représentaient l'intégralité de la Corse, alors qu'en fait, ils n'étaient élus que par une partie de l'île.
Donc on va inventer, à partir de 1582, on va inventer les nobles 6. Alors pourquoi les nobles 6 par rapport aux nobles 12, les nobles 12 au nord, nobles 6 au sud? Tout simplement pour une raison, si vous voulez, de nombre. Il y a 2 fois plus d'habitants dans le nord de l'île que dans le sud. Donc on fait un 12-6. Hein. Donc on a des nobles 12 au nord, des nobles 6 au sud. Et au nord, on a un 6 et 6, et dans le sud, on a un 3 et 3. C'est le même principe. Alors, le problème de ces 12, qu'est-ce que c'est? Quel va être leur rôle? Leur rôle premier, on le devine, c'est de faire remonter les requêtes des populations. Les nobles 12, pratiquement toutes les réunions des nobles 12 pour lesquelles on a un détail, parce que toutes ces réunions, ou l'essentiel en tout cas d'entre elles, sont consignées dans un livre particulier qu'on appelle le Libro Rosso, qui a été publié par l'abbé Letteron à la fin du XIXe siècle, je ne reviens pas dessus, en 2 volumes. Et en fait, dans la réalité, vous avez pratiquement pour chaque élection, j'ai mes nobles 12. Ces nobles 12 eh bien, vont faire des propositions et ils vont faire des remarques au gouvernement génois. Alors, ces remarques, elles portent sur quoi? Elles portent essentiellement sur les questions de l'impôt. Elle porte sur la question du banditisme, bien sûr. Elle porte sur les questions liées à l'agriculture. Il y a toute une série, si vous voulez, de points. Et il y a une réponse qui est apportée par le Magistrato di Corsica, c'est-à-dire, en fait, à Gênes, vous avez le Sénat, et puis vous avez, entre le Sénat et le gouverneur, vous avez un Magistrato di Corsica qui est une espèce de préfecture installée à Gênes. Vous voyez, lorsqu'on parle d'un fonds Corsica à Gênes, des archives de Gênes, c'est le fonds du Magistrato di Corsica, c'est-à-dire en fait de ce magistrato qui est installé à Gênes et qui, bien, lui va répondre, qui est constitué par des membres du système génois, du système politique génois. Il suffit de regarder les noms, c'est extrêmement intéressant, mais il faudrait un vrai travail sur ce Magistrato di Corsica, d'ailleurs, qui n'a pas été mené à ce jour. Hein. Parce qu'en fait, dans la réalité, lorsqu'on fait le détail, ce sont des gens qui ne sont pas des gens neutres. Ce sont des gens qui sont, pour l'essentiel, des représentants du système génois républicain. Donc, ces gens-là répondent aux nobles 12, oui, non, etc., etc. Alors, en général, c'est des réponses assez courtes, voire presque, pour certaines fois, c'est non, 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 ça va très vite. Hein, mais il y a une demande qui est portée par les nobles 12. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle sur le territoire. Les nobles 12 sont les représentants de territoire. Alors, pourquoi? À cause de la question, la manière dont ils sont élus. En fait, dans la réalité, il y a 3 parties. L'île, le nord de l'île, donc la partie, si vous voulez, l'ancienne Terra del Comune, est divisée en 3 parties, les 3 terzieri. Le terziero di qua, le terziero di mezzo, le terziero di là. Le terziero di qua, c'est grosso modo la Balagne, le Nebbio et la région bastiaise. Évidemment pas le Cap, puisque le Cap est en dehors du jeu, les Cap Corsa ne votent pas. Hein. Le terziero di mezzo, c'est la Castagniccia, et le terziero di là, c'est grosso modo le Cortenay et la Plaine. Hein. Donc, alors évidemment, pour vous donner un exemple, je vous donne juste un exemple, le terziero di qua, Balagne, Nebbio, 4 familles de caporaux, les Corbars et les Sant'Antonino pour la Balagne, les Campocas et les Castes pour le Nebbio. Et en fait, dans la réalité, au moins un de chaque, la plupart du temps, c'est un Balanin, un du Nebbio, et on essaye de trouver des gens qui ne soient pas redondants, donc si vous voulez qu'il n'y ait pas une réélection.
Hein, la plupart du temps, on essaye de se débrouiller, en tout cas dans un premier temps, et au moins jusqu'à au milieu du XVIIe siècle. Il n'y a pratiquement pas de réélection. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle jusqu'aux révolutions de Corse, là j'ai des réélections. Et puis j'ai un autre phénomène. Les caporaux s'étaient débrouillés pour qu'en fait ne soient élus que ceux qui soient par ligne masculine. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Giafferi, par exemple, qui étaient de ligne féminine, réussissent parce que ils sont les Giafferi, parce qu'ils ont pris désormais un poids important en allant à Venise, en ayant toute une série d'officiers au service de Venise. Eh bien, les Giafferi obtiennent effectivement à plusieurs reprises d'être réélus. Et donc, eux sont sur le contingent d'Ernos de Tavagne. Si vous voulez, c'est un des caporaux. Là, en plus, c'était quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a 15 familles de caporaux. Il y en avait la 15e était remise en cause. C'était celle d'Ernos de Tavagne, et c'est celle-là qui correspond au Giafferi. Donc, donc, ils vont s'occuper du territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment toute la question des plantations. Les Génois ont mis en place, en 1548, une loi qui est la loi des 4 arbres. Chaque feu de Corse doit planter 4 arbres par an. Alors, normalement, c'est un châtaignier, un figuier, il y a un noyer, et le 4e, enfin bon, bien, donc 4 arbres. Ces 4 arbres, châtaignier, un olivier, un figuier et un noyer ou un amandier, enfin bon, bien, 4 arbres. Alors, évidemment, les populations, au bout d'un certain temps, disent non, c'est idiot. C'est idiot parce que notre territoire ne permet pas, chez nous, on peut pas, l'amandier vient pas, ou le noyer vient pas, ou le figuier vient pas. Donc, on veut quelque chose de différent. Alors, les Génois, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, changent la règle. On passe à 10 arbres. 10 arbres par feu. Et ces 10 arbres par feu, c'est, alors à ce moment-là, lorsqu'on regarde les carnets, pour la castagniche, c'est 100% châtaignier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On a les arbres, alors il y a des barres pour chaque personne en face, on lui fait les barres, on compte qu'il est bien planté ces 10 arbres, voilà, et donc les carnets sont pleins de ces plantations-là. Donc, et c'est vrai pour la castagniche, c'est vrai pour la balagne avec l'olivier, donc en fait, et puis il y a 2-3 endroits de Corse où il y a plus de choix. Je pense la région bastiaise. Dans la région bastiaise, on voit du jujubier, on voit des néfliers, on voit d'autres choses. Donc, ces arbres fruitiers, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire les vérifications. La vérification est réalisée par les nobles douze. Voilà, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est par rapport au banditisme. Par rapport au banditisme, la lutte contre le banditisme, les nobles douze fonctionnent sous la forme de commissariats. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne une commission sur leur soit ils doivent tuer ou arrêter un bandit et le nom est donné, soit ils doivent intervenir dans un périmètre qu'il aurait donné. Et autre élément, dans la fin de la période vraiment des nobles douze, c'est-à-dire la période qui précède les révolutions de Corse, ils seront chargés du désarmement des populations. Donc, au moment où on va arriver à cette loi de partir de 1711 sur le désarmement des populations, les nobles douze sont chargés du désarmement. Donc, voilà l'idée, si vous voulez, de ces nobles douze. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière claire? Ça veut dire qu'en fait, il y a là un espèce pas de contre-pouvoir. Il y a une cogestion. Il y a une cogestion de fait, et ça se voit aussi à un autre niveau. Ça se voit lorsque les officiers génois
essaie de jouer un rôle particulier. Et c'est, je crois, un des éléments qu'on a apporté avec José Stromboni lorsqu'on avait fait les feux de la Saint-Laurent, c'était en fait de voir que c'est pas parce qu'un officier est commissaire d'Ajaccio que lui, son successeur, voire ses successeurs, mènent la même politique. En fait, dans la réalité, ça n'est pas vrai. Chacun vient avec une politique qui est la politique qu'il pense devoir mener. Et lorsque on regarde, on rentre dans le détail de cette gestion-là, on voit des officiers génois qui, à un moment donné, bien, se jouent le jeu complètement, essayent de rentrer dans l'élection, etc., etc. On le voit notamment alors, dans le Nord comme dans le Sud. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, dans le Nord comme dans le Sud, il y a un absent. Dans le Nord, c'est Bastia. Dans le Sud, c'est Ajaccio. Normalement, le noble 12, un Bastier ne peut pas être noble 12. Alors il y a eu quelques exceptions, rares exceptions, des gens qui venaient juste de rentrer à Bastia, pouvaient faire jouer le fait qu'ils n'avaient pas les 10 ans, etc., etc. Mais en général, ça fonctionne. Mais ça n'empêche pas les Bastiers de jouer un rôle. Pourquoi et comment ils jouent un rôle ? Ils jouent un rôle parce qu'en fait, c'est les populations qui ne jouent pas complètement le jeu. Les populations, effectivement, élisent des procurateurs qui, normalement, doivent se déplacer à Bastia. Mais je suis procurateur, je n'ai pas envie de me déplacer à Bastia, qu'est-ce que je fais ? Je fais une procuration, j'envoie une procuration à une autre personne. Et l'autre personne, alors en général, qui c'est ? En général, c'est la basoche bastiaise. À Bastia, c'est la basoche bastiaise. C'est-à-dire que les Bastiers, en fait, dans la réalité, récupèrent complètement le jeu. Il y a des gens pour lesquels on sait qu'ils ont eu à peu près 10, 12. C'est comme le PRG à un moment donné. Vous avez... il a 15 voix. Vous voyez, 15 voix. Moi, alors, vous finissez la réunion dans une boîte d'allumettes ou dans une cabine téléphonique. Bon, donc... il y a cet aspect-là. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, au début on a y compris d'autres éléments, comme par exemple le fait que les procurations soient envoyées en blanc. Oui, alors pourquoi ? Comment on sait qu'elles sont envoyées en blanc ? On devine de manière très simple. On prend la liste des gens qui ont participé à la veille d'août, et ça on les a. Et on regarde, et c'est un Bastier, 2 Bastiers, 3 Bastiers, 5 Bastiers, 10 Bastiers. Bon, très bien, banco, mais comment ils peuvent représenter Scat à Skolk, à Volpajol, etc., sans qu'ils ne se retrouvent pas 2 fois à la tête du même... C'est pas possible. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient la procuration en blanc. Et il y a quelqu'un en bout qui récupère la procuration. Alors ça, c'est pour Bastia. À Ajaccio, c'est la même chose. À Ajaccio, les Bonaparte, les Bacciocchi, les Ponte, etc., ont mis la main sur l'élection de manière assez précise. Et on voit alors, ce qui est assez amusant, c'est que les officiers génois, eux, se posent la question, comment ils peuvent aller contre ? Alors, ils ont 2 solutions. La première solution, c'est de faire remonter l'information que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer auprès du Magistrato di Corsica. Et on voit effectivement le Magistrato di Corsica envoyer toute une série de papiers en disant il faut que les procurateurs soient vraiment les bons procurateurs, que ce soit qui représentent véritablement qui soient originaires vraiment de la commune, etc., etc. Alors ça sera vrai de rares fois, soyons clairs là-dessus, mais surtout, ils essayent de combattre la mainmise des Bastiers. Et lorsqu'on voit un Hyacinthe Paul, à un moment donné, représenter Borgo, vous voyez, qui n'est pas son village, eh bien, on comprend bien qu'en fait, dans la réalité, on a choisi Hyacinthe Paul parce qu'on n'a pas choisi le Bastier. Voilà, c'est le premier élément. Ajaccio, même chose. Donc le commissaire génois, à un moment donné, alors le document est génial, le commissaire Bastier, le commissaire ajaccien se retrouve devant l'élection des nobles 6. Elle se fait devant lui. Il est présent. Et en fait, il se rend compte qu'il n'y a qu'un seul candidat pour 3 des 6. Et il dit, c'est pas normal.
Et il essaye de pousser, et réussit à pousser, un Rocazzer, oui, c'est comme ça, un ancêtre de Jean-Paul, oui, direct d'ailleurs, il le pousse pour qu'il se présente, et la population mécontente lui présente en face un Giacomoni de Santa Lucia. Bon. Il réussit à faire élire le Rocazzer, il est tout content, sauf que le Rocazzer arrive avec un groupe armé autour de lui, effrayant, et donc il est obligé pratiquement de faire ses excuses à Gênes en disant « Écoutez, je n'ai pas voulu comme ça, hein, je ne pensais pas qu'il viendrait avec une escorte aussi importante, etc. etc. » Parce que bien comprendre, le noble 12, il est aussi menacé. Il est aussi menacé. Il faut le savoir. Il y a des meurtres de nobles 12. Hein, et on voit des nobles 12 qui sont remplacés. Alors la plupart du temps, il n'y a pas d'élection. Hein, il n'y a pas de réélection. Donc en fait, on met le frère, le cousin, etc., qui vient remplacer lorsque un noble 12 décède en cours de. Et là, on a effectivement, on a des éléments qui sont des éléments extrêmement intéressants. Alors, ces nobles 12, comment ça se termine? Ça se termine parce que les Génois leur ont demandé quelque chose d'assez important, de reprendre un des éléments qu'ils avaient avancé eux-mêmes. Les nobles 12 avaient dit « il y a trop d'assassinats en Corse ». On est dans les années 1670-1680. Il y a toute une série de documents des nobles 12 qui dit véritablement c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, etc., etc. Il y a vraiment trop d'assassinats. Alors, je reviens sur les chiffres, hein. On nous a raconté qu'il y avait eu 27 000 assassinats en 30 ans en Corse, soit 900 par an. Et Emmanuel Leroy-Ladurie, dans l'histoire de France, l'histoire rurale de la France, avait dit c'est la démographie tempérée par l'assassinat. Non. En fait, dans la réalité, ce n'est pas 900, c'est 90. Hein, il y a un zéro de trop. Il y a, en fait, dans la réalité, on n'arrive pas à 100 morts par an, mais pour une population de 150 000 habitants, c'est coquet. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, on peut comprendre que les populations soient inquiètes de ce qui se passe. Hein, il y a une remise en cause. Et alors, les Génois disent qu'il y a une solution. La solution, c'est désarmer les populations. On les avait armés contre les Turcs, puisqu'il y avait les descentes turques, etc. Les descentes turques, c'est quasiment fini. Depuis les années 1620, des descentes turques, oui, il y a des événements tragiques. Il y a l'Algaïol en 1643. Il y a la terrible descente turque de Dolmet en 1650. Oui, mais c'est quasiment fini. Donc, en fait, on peut désarmer. Mais, alors, si on désarme, les nobles 12 disent, après tout, pourquoi pas, désarmons les populations. Oui, mais l'armement des populations, il y avait des patentes pour la détention des arquebuses. Et il n'y en avait pas quelques centaines, il y avait plusieurs milliers de patentes. Et ça rapportait de l'argent. Et donc, il fallait remplacer cet argent, on n'avait plus cet argent, il fallait le remplacer, donc on a inventé un impôt. Alors l'impôt en question, c'est les duiseini. Alors que vous avez entendu tous parler à un moment donné des duiseini. Alors duiseini, on entend duisoldi, on entend quelque chose de minime, pas du tout. Duiseini, ça correspond pour l'essentiel de la population corse du temps à 1/10 en plus, c'est-à-dire c'est 10% d'augmentation de l'impôt. Donc vous pouvez comprendre qu'en fait, dans la réalité, ça a été assez mal vécu. Élément supplémentaire, cette décision-là est prise en 1715 avec un terme 10 ans. Ça doit s'arrêter en 1725. On est en 1729, au moment où les événements démarrent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on est allé
on a continué un petit peu. Alors c'est un vieux système, un vieux problème. Alors c'est pas particulier aux Génois, mais les Génois sont assez forts là-dessus. Ils ont inventé à un moment donné le donative qui devrait durer 4 ans et qui a duré 200 ans. Donc pourquoi pas. Ou en 1652, ils ont inventé la construction du palais public à Calvi, etc., qu'on continue à payer en 1729, alors que le palais public n'est plus le palais public du gouverneur, puisque le gouverneur est rentré à Bastia en 1659. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Il y a une remise en cause. Et cette remise en cause, comment elle se montre? Elle se montre au moment des élections. Les moments des élections, à la fin de l'année 1729, début de l'année 1730, c'est-à-dire au moment où on va avoir pour la première fois les Paesani evadono Bastie, la première attaque contre Bastia. Lorsqu'on regarde bien les choses, on a un officier génois qui essaye de faire l'élection malgré tout. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. L'élection est repoussée 4 fois. Pour finir avec une élection, à la fin de l'année 1730, avec des gens qui vont être les leaders des révolutions de Corse, c'est-à-dire Hyacinthe Paul, c'est-à-dire Andrea Colonna Ceccaldi, etc., etc. Voilà le problème. Et donc, en fait, l'élection se fait, et à Orez arrive Simone Fabiani. Et Simone Fabiani, qui a épousé une fille d'Orez, il a épousé une Rafale, et il tient une espèce de meeting à Orez pour protester contre l'élection, et il dit « Le prince demande les élections des 12, la Corse ne veut plus des 12 ». Voilà. Vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ces gens-là, quelque part, nous ont trahis. Ils sont allés, ils n'ont pas fait ce qu'on leur demandait. Ils ont accepté l'inacceptable. Et en fait, dans la réalité, l'élection donc va être repoussée du 22 septembre au 11 novembre 1730. Donc on va avoir à quatre reprises, on va repousser l'élection pour arriver à une élection donc où les gens qui sortent, c'est Hyacinthe Paul, c'est Andrea Colonna Ceccaldi, c'est-à-dire des gens qui vont basculer comme leaders des révolutions de l'île. On a ensuite 2 autres élections. J'en ai trouvé que 2. Une en 1733 et une en 1742. Or, si je regarde bien, 1733, c'est une année après l'intervention des impériaux de 1731-1732, et 1742, c'est une année après l'intervention française de 1738 à 1741. Parce qu'on l'oublie, on dit intervention française en 1738. Non, elle s'est achevée en 1741 avec Maillebois. Donc 1738-1741, 1742, qui est-ce qui sort Giampietro Gaffori. Donc en fait, dans la réalité, le problème des Génois, on le voit où il est. C'est-à-dire que le choix, d'accord, le choix, mais je reviens sur les choix génois. En 1728, vous avez Pinelli qui fait la liste. Il dit les Corses élisent comme podestat les pires brigands qui soient, les gens dont personne ne veut, des gens de sac et de corde, c'est une horreur, etc., etc. Moi, je vais faire la liste des gens qui devraient être élus. D'accord ? Il fait la liste des gens qui devraient être élus. Il y a tous les chefs du mouvement qui va suivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Ah oui, il y a aucune erreur là-dessus. Vous prenez la liste, il n'en manque pas. Vraiment, tout le monde y est. Donc, il faut bien comprendre. Alors, terminons avec mes nobles 12. Élection en 1733, élection en 1742. Ce qui montre bien toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, les Génois ont besoin des nobles 12. Ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs en face d'eux. Ils ne peuvent pas, quelque part, se passer de ces interlocuteurs. Quelle que soit la façon dont ils peuvent, à un certain moment, les traiter de manière un petit peu abrupte, ils sont obligés de passer par eux. Ils n'ont pas les moyens, si vous voulez, politiques, de dominer totalement la Corse. Pour une bonne et simple raison,
Gênes, c'est une sous-administration. Donc voilà. Et je terminerai sur cette affaire avec les Français. Alors, je reviendrai sur... J'aurais aimé évidemment que j'avais Jean-Luc Coppola, malheureusement, sur cette affaire avec les Français, parce qu'en fait, dans la réalité, les nobles 12 vont réapparaître au moment de la monarchie française. Mais ces nobles 12 ne sont plus les nobles 12 d'avant. En fait, c'est un titre qu'on va donner à un certain nombre de personnes, 8 dans le nord de l'île, 4 pour le sud, c'est exactement pareil, c'est-à-dire un 2 pour 1, comme le noble 12, noble 6. Et voilà, si vous voulez, comment, en fait, les choses... Mais en fait, dans la réalité, le rôle de ces nobles 12 sous la France est tout extrêmement anecdotique, parce qu'en fait, ils ne correspondent plus aux besoins, en fait, du système français. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine-Marie. Alors, qui se lance? Question. C'est passionnant, hein? Toute ressemblance avec des événements ayant eu lieu, des pratiques politiques étant purement fortuites. Vas-y, je t'en prie. Il y a un micro. Merci. Dans votre présentation, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur le consentement à l'impôt. Ma mémoire me renvoie aux ouvrages d'Ardan sur l'histoire de l'impôt et malheureusement des révoltes qui s'en sont suivies. Est-ce que vous pensez que ce consentement à l'impôt a été un facteur plus important, une question plus importante que la question de l'amélioration des pratiques culturelles, que la question de la violence et de l'encadrement, du contrôle, de la régulation sociale dans l'évolution de cette institution, de la critique qui a pu être formulée à l'endroit de cette institution? Ben, je pense qu'en fait, le problème en fait, par rapport à l'impôt, en 1560, l'idée, c'est de fabriquer véritablement un état des fortunes. Alors, c'est quelque chose d'assez improbable pour la Corse du temps. Et il présente, en fait, je me souviens d'une longue discussion que j'ai eue avec feu Giuseppe Fellone, qui était un ami, hein, Giuseppe, et qui m'avait sorti ce document, que je connaissais par ailleurs, parce que je l'avais déjà publié, mais on a eu une longue discussion sur comment ils avaient pu arriver à ces chiffres. C'est-à-dire comment on évoque l'idée qu'un tel possède tel bien ou que son revenu soit égal à, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Et ça renvoie à un autre aspect intéressant qui est l'aspect cadastral. Car en fait, alors ça c'est un de mes vieux travaux, j'ai travaillé sur la question cadastrale avec toute une série de joyeux compères avec le chef, hein, à Bercy. La question cadastrale, en fait, renvoie notamment à la question de la création du plan terrier. Donc on est toujours sur la même chose. Le terrier, en fait, doit être un cadastre. C'est abandonné en 1773 parce que l'abbé Terré dit non, etc. etc. Mais au départ, c'est un cadastre. Et on a le premier document sur Brande. Mais ça aurait coûté tellement cher qu'on peut se poser la question si véritablement ça valait la peine, hein, de faire un cadastre aussi clair. Donc il y a cette idée 1560, fabrication d'une échelle, disons, des fortunes dans l'île. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on voit des essais de cadastre, des essais. C'est-à-dire, on a pour des communautés, on a le détail des propriétés des uns et des autres.
Ça, c'est une donnée qui est une donnée intéressante. Alors, pourquoi ça a été réalisé? Ça, on ne le sait pas. Ça serait effectivement un élément intéressant. Dans la suite, je pense que l'affaire des Douiseignes a été certainement un des moteurs les plus puissants contre à la fois Gênes et contre le système des nobles 12. Parce qu'en fait, les nobles 12 ont accepté cette idée de fabriquer cet impôt qui était considéré comme un impôt inacceptable par les populations, hein, de manière claire. Donc, il y a cet aspect-là. Mais lorsque vous regardez la manière dont les nobles 12 fonctionnent avec le système des commissariats, vous pouvez vous poser quand même des questions. Est-ce que c'est parfaitement accepté par les populations? Parce que ce sont les populations qui payent l'organisation de la justice, et notamment de la justice à l'intérieur de certaines pièves. On a des détails hein, de ce que ça coûte, et ça coûte extrêmement cher, et ce sont les populations qui sont amenées à payer pour ça. Et donc, est-ce que les nobles 12, est-ce que c'est bien accepté, totalement accepté par les populations? Je n'en suis pas totalement persuadé. La question des commissariats, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a un mâtre qui organise les choses contre deux bandits du grand chemin. Il organise une opération armée. Ils sont 8, ils arrivent. Patatras, ils pensaient tomber sur 2. En fait, ils sont 8 aussi. Donc, c'est un 8 contre 8. Au final, il y a 3 morts. Bon, on coupe la tête à un parce qu'en fait, on touche la prime et donc il faut qu'on ramène la tête parce que sinon on ne touche pas la prime. Voilà, donc c'est toute une construction qui est une construction où lorsque je regarde, je gratte bien, le mâtre en question est totalement intéressé dans l'opération. C'est chez lui et ça touche quelqu'un qui a tué un des siens. Donc c'est une espèce de vendette déguisée qui en plus il y a un avantage financier. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc je pense il peut y avoir vis-à-vis des nobles 12 des situations qui sont des situations assez difficiles à admettre par les populations. Au même titre que la question de l'impôt. Et alors, au degré au-dessous, la question des pratiques véritablement, lorsqu'on rentre dans le détail et qu'on va regarder si les gens ont bien planté les arbres, il y a des fois quelques surprises. Hein. On peut avoir de mauvaises surprises, notamment, alors là, je n'ai pas tellement regardé ça côté génois, mais côté français, il y a notamment sur des gens qui ont organisé des plantations de 100 ou 200 arbres. En fait, dans la réalité, les types disent ils ont mis à 15 cm l'un de l'autre. Donc, en fait, dans la réalité, bon, il y a très peu de chances que tout ça pousse. Hein. Donc, voilà, ça peut être effectivement compliqué. Mais voilà, le rôle des 12, c'est ça. Et surtout, la représentation avec un élément dont je n'ai pas parlé, qui est un petit peu connexe, qui est le fait qu'on envoie malgré tout à Gênes un orateur. Et un orateur pour les nobles 12, et il y aura un orateur aussi pour les nobles 6. Et en fait, les orateurs en question partent à Gênes, travaillent effectivement pendant 2 ans, directement sur place à Gênes, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils profitent du fait qu'ils ont obtenu le poste pour, à un moment donné, abandonner le poste pour obtenir un avantage quelconque, comme par exemple la construction de tours
On le voit pour Giovanni de Coro, l'ancêtre des Peraldi. On le voit pour, par exemple, Sarola, hein, l'ancêtre des Sarola, de Noël Sarola, l'ancien conseiller général à qui j'avais donné son arbre généalogique. Oui, de manière claire, ce sont des notables, et ces notables voilà, peuvent agir de manière un petit peu particulière. Ils peuvent profiter de cette situation-là, c'est-à-dire la situation du fait d'avoir récupéré à un moment donné ce poste, qui est un poste assez important. Alors, côté par rapport au Bastier, là, alors par contre, j'ai beaucoup de Bastier. Lorsque je regarde la liste des orateurs, les orateurs ne sont pas choisis au milieu des 12. Les 12 choisissent un orateur, mais il ne fait pas partie des 12. Et en fait, dans la réalité, lorsque je regarde les années 1570-1580, c'est carton plein pour les Bastiers, ou pour Anton Francesco Cirni, qui sera 3 fois ou 4 fois, je ne me souviens plus, à un moment donné, orateur. Voilà. Je crois qu'il y avait une question de Louis Orsini. Oui, merci. Oui, alors, effectivement, d'abord un constat, mais ça ne sera pas une surprise, parce qu'on retrouve dans l'exposé 3 éléments qui sont d'une brûlante actualité. Il y a la représentation, bien sûr, mais on pourrait la doubler avec la question de la légitimité, mais ça sera la question pour Antoine-Marie Graziani. Le deuxième élément, c'est la fiscalité. Et le troisième élément, c'est la situation de la propriété. Et aujourd'hui, quand on regarde en Corse ces 3 points, il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire. Et ce sera sans doute un des enjeux du futur statut, je n'en doute pas. Alors, la question que je voulais poser à Antoine-Marie Graziani, c'est au sujet de la légitimité, parce qu'on sent bien l'ambiguïté, et les nobles 12 représentent, mais visiblement, ils sont un peu des intermédiaires, en quelque sorte, et c'est peut-être cette situation qui crée un peu une ambiguïté entre la population et les Génois. Donc, quel était le mode vraiment d'élection? Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez dit ils sont élus, mais qu'est-ce que c'était vraiment que l'élection de ce temps-là? Voilà. Alors l'élection par tertiaire, en fait, dans la réalité, on présente donc des candidats qui sont donc dans le cas des caporaux. Alors les choix sont vite réglés. Hein, je vous les expliquais tout à l'heure. Mes quatre du Nord, voilà, ou les 5 de Castagnic, ou les 6 de la région Corté plaine orientale. Voilà, donc ça c'est vite réglé, parce qu'en fait, dans la réalité, il y a 2, 3 représentants d'un ensemble familial fermés. Ce sont des ensembles familiaux fermés. En fait, dans la réalité, les Savelli, par exemple, pour les Corbars ou les Sant'Antonino, il y a des Savelli Corbars et des Savelli Sant'Antonino, voire à un certain moment, ils se marient entre eux, donc ça règle les choses encore de manière encore plus étroite. Donc il y a ça, il y a quelques familles. Alors, j'ai expliqué la Balagne et le Nebbio. Je n'ai pas choisi la Balagne et le Nebbio pour rien. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de Paoli, il y a un passage de la Constitution de Paoli que j'ai mis en exergue à un moment donné. Ce passage de la Constitution de Paoli, c'est le passage où Paoli dit voilà, il y a 2 régions où il va y avoir un magistrat qui va être créé pour la gestion de ces 2 régions. Je crée un magistrat dans le Nebbio et je crée un magistrat en Balagne. On est en 1755. Et si je regarde bien, c'est l'objet de l'introduction du 2e volume de la correspondance. Le modèle Balagne-Nebbio va être le modèle qu'on va retrouver à Corté, à Vico, dans la Rocque, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai véritablement... Alors pourquoi Paoli choisit le Nebbio et la Balagne? Parce qu'en fait, la notabilité dans ces 2 régions
est établie très tôt. Et lorsque vous regardez les choses de manière précise sur les élections pour les magistrats, à un moment donné, on fait la liste pour le magistrat. Il y a une année pour laquelle on a à la fin d'un document sur la Balagne, j'ai 18 noms. 18 noms, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un président et 2 commissaires. 6 fois. Donc j'ai des gens qui vont être en place 2 mois. Vous voyez? Alors 2 mois dans lesquels ils ne vont pas être payés, ils vont être défrayés. Hein. Ils ne sont pas payés, ils sont défrayés. C'est le système. Alors, système que Boswell va énormément apprécier. Hein. Il va trouver que ça, c'est un système génial. Alors, le problème qu'il y a, ça fonctionne bien en Balagne, ça fonctionne bien dans le Nebbio. Dans la Terra del Comune, ça va être beaucoup plus difficile. Bien plus difficile. On voit pas être obligé de demander à certains de rester en place, de faire 6 mois supplémentaires, voire de faire 1 année supplémentaire. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas du tout dans la même configuration. Là, avec la Balagne, avec le Nebbio, je suis dans un système où j'ai effectivement une notabilité installée en Balagne de manière très très claire. Il y a à l'intérieur de la Balagne, dans toutes les communautés de Balagne, j'ai une série de notables, et ces notables, en fait, lorsqu'on a cherché un notable, en fait, dans la réalité, pour l'essentiel, c'est ces populations qui vont quand même de la Balagne jusqu'à Bastia. Lorsque je regarde bien, 60-70%, c'est des Balanins ou des gens du Nebbio. Si je prends toutes les élections. C'est-à-dire que j'ai véritablement là creusé vraiment un ensemble de gens qui peuvent porter une notabilité. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, ils répondent complètement. Alors, dans d'autres régions, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Et on regarde les choses, il y a des difficultés à trouver des fois des gens qui correspondent totalement à ce qu'on veut. Alors, il y a bien sûr les familles Casabianca, je reprends les ensembles, les familles Casabianca, parce que les Casabianca, il y en a, ils sont flopés, hein, à Vescovat, à Venzolasque, et pas seulement qu'à la Casabianca. Il y a là tout un ensemble de gens qui représentent effectivement une notabilité. Il y a des notables dans la plaine, sur lesquels on peut s'appuyer, mais pour l'essentiel, ce sont des militaires. Ce sont des gens qui se réalisent ailleurs. Les Cocola, les Giapiconi, voilà, ce sont des familles qui se réalisent ailleurs, ou les Giafferi. Ils se réalisent à Venise notamment, hein, on va les trouver. Donc, ils vont manquer. Ces gens qui sont pas là, ils vont manquer. Et Paul, c'est un des aspects assez forts de Paul, c'est que Paul est constamment à la recherche de faire revenir, de faire rentrer ces gens qui lui manquent en fait dans la réalité, parce que ils ont à la fois un poids financier et un poids humain assez important. Je pense que cette question de l'élection, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'en fait, j'ai la capacité, là j'ai vraiment la capacité avec les 4 familles de caporaux de me donner 2 représentants, et Balagne-Nebbio, pratiquement au moins le 3e sur les 4, 3 sur 4, pratiquement toutes les fois, entre la Balagne et le Nebbio. Le reste... le tertiaire di mezzo, c'est beaucoup plus mélangé. C'est beaucoup plus mélangé. Il y a beaucoup plus d'interventions diverses. Après, bon, le tertiaire di là, il y a une surreprésentation des mâtres. Ça, c'est évident. Là, il y a un jeu assez particulier. Mais voilà, c'est les différents éléments. Mais ces élections, ce sont les procurateurs qui font l'élection.
Ce sont les procurateurs qui font l'élection et on a les résultats. Pour tout un tas de votes, on a les résultats. Donc on sait exactement, effectivement, alors le problème qu'il y a, qui sont les procurateurs. Si effectivement il s'agit de Bastier, etc., qui ils ont en tête de mettre à la tête, voilà. Et pourquoi ils vont jouer telle famille plutôt que telle autre. Ça, c'est une donnée importante à connaître. Il faut regarder suivant les périodes. Et puis les interventions de l'État. Parce que je vous disais tout à l'heure, les officiers génois se retournent à plusieurs reprises par rapport aux magistrats en disant il faut rectifier les choses, il faut rectifier le tir, il faut refaire vraiment que les choses se fassent normalement, que les choses se fassent exactement comme il faudrait qu'elles se fassent. Voilà. Il faut que ça soit réalisé dans les règles. Or, ce qu'on nous présente là, ce n'est pas les règles. Il y a un problème. Et donc, voilà, c'est ça qui est à bien comprendre. Non, c'est une question très générale, une question question à la fois de passionnés et de béotiens. Je veux dire, Antoine-Marie Grazian, ce qu'il montre là, c'est extrêmement important dans le sens où on a une vision de l'histoire de la Corse totalement mythifiée, suivant laquelle on aurait un arbitraire épouvantable qui aurait régné durant toute la période génoise, à quel aurait succédé une espèce d'âge d'or de la démocratie. Il y a tout ça est parfaitement faux. Je veux dire, c'est faux au niveau européen. Je veux dire, même avec l'avènement de la monarchie absolue, je veux dire, la monarchie absolue n'a jamais été illimitée. Il y a toujours eu des formes d'élection, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a toujours eu des formes d'élection. Il n'y a jamais eu une domination totale. Peut-être Napoléon Ier n'a pas été loin d'y parvenir. Et encore, je veux dire, il y avait là aussi des élections. Et Jean-Yves Coppola l'a montré très bien dans sa thèse de doctorat, qui reste une référence incontournable. Donc, je voulais demander à Antoine-Marie si c'est cette forme électorale, qui est l'élection par la Védoute, est une forme électorale qui a plutôt été préservée durant la période révolutionnaire, ou si vraiment les révolutionnaires ont préféré d'autres modalités. Il faut savoir aussi que le droit électoral qu'on connaît aujourd'hui, qui se veut le plus simple possible, le vote à la majorité, veut dire qu'on installe il y a presque 1000 ans pour l'élection du pape, je veux dire, le monde italique de l'époque, c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est des systèmes électoraux qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes. Je veux dire, et j'imagine que les Corses connaissaient un petit peu ça aussi, ces différents modes de désignation, qu'ils soient à l'unanimité, qu'ils soient à la majorité. Je veux dire, les Corses connaissaient certainement ça aussi. Est-ce que les Corses révolutionnaires ont conservé des modalités génoises, ou est-ce qu'ils ont fait preuve de quelque innovation? Alors, d'abord, les élections, lorsqu'on regarde, j'ai fait un travail qui sortira bientôt sur Bastia. Lorsqu'on regarde la manière dont les élections se passaient à Bastia, d'abord, ça n'a pas cessé d'évoluer. Et en fait, tout est possible. C'est-à-dire, j'ai des tirages au sort, suivant le système génois, c'est le scrutin, les Génois connaissent ça parfaitement, puisque le système génois lui-même, le magistrat supérieur, disons, génois, est composé d'un conseil de 400, à l'intérieur duquel on extrait 100 pour faire le conseil des 100. Donc, j'ai des grandes réunions où ils sont 400, et j'ai des réunions où ils sont 100, mais en fait, dans la réalité, ce sont 2 tirages au sort. Ce sont des systèmes de tirage au sort. Et Bastia, c'est un système où il y a à la fois des désignations, des tirages au sort, des élections. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 armes peuvent apparaître dans un même scrutin.
Donc il faut faire très très attention. Hein. Alors là, ce qui me paraît intéressant avec Paul, c'est que Paul, par rapport à ses prédécesseurs, la consulte pauline, à partir de 1765, en tout cas pour 65, on a le détail du vote. On voit qu'en fait, on peut le retrouver dans des registres notariaux. Donc on a des éléments concernant le vote. On voit de manière claire qu'il reprend l'idée de la védoute, qui est devenue consulte. Je fais une consulte de procurateurs élus. Donc, et donc, en fait, dans la réalité, je reprends le système. Simplement, mon système n'a plus la même valeur, c'est-à-dire ce n'est plus pour une védoute, pour une élection derrière de noble 12, c'est la védoute, la consulte pour à qui on fait passer un certain nombre d'informations qu'il va falloir aller dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qu'il va faire les choix en tant que tel. La différence, elle est là. D'un côté, on a un système de représentation, c'est-à-dire que les nobles 12, c'est un système de représentation avec comme base la veduta consulta, qui donne effectivement l'élection derrière, alors que Paul, lui, c'est l'idée de la diète. C'est-à-dire, en fait, j'ai une diète, j'ai une consulte. Cette consulte, je lui présente un certain nombre de choses et je fais voter la consulte. Alors après, quelles sont les modalités du vote, etc., etc. Je me mets au défi de me l'expliquer, parce qu'en fait, les documents, on a par contre, pour l'année 1765 et pour l'année 1768, on a les élections. On a les éléments des élections. Comment les deux fois, et au moins 65 et au moins 68, on a effectivement les élections. Donc là, il n'y a pas trop de surprises à avoir de ce côté-là. Derrière, il y a le fait qu'une partie des gens qui sont à l'intérieur de ce système-là vont monter à l'étage au-dessus, passer à l'exécutif, etc., etc. Donc il y a une répartition des choses qui s'effectuent. Mais pour moi, Paul, il n'invente rien. Il récupère un système qui a déjà beaucoup évolué. Je vous dis, au départ, c'est la Réunion. On nous parle de 4 à 5 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans la plaine du côté du lago Benedetto. Bon, avec des acclamations. Bon, très bien. Mais ça veut dire aussi que le pouvoir aussi a changé. Et là aussi, ce que montre très bien Vanina Marchi dans sa... bon, je trouve que j'étais le président de son jury d'HDR. Lorsque Vanina Marchi explique en fait la védoute, telle qu'elle la montre, c'est effectivement quelque chose d'assez extraordinaire, hein, avec vraiment une foule qui est là par système d'acclamation, mais en se souvenant d'une chose, c'est que le gouverneur à cette époque-là, c'est un militaire. Jusqu'au milieu du XVe siècle, le gouverneur, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui arrive, qui vient avec une troupe, qui organise une punition de ceux qui sont méchants dans l'île. Alors ça marche ou ça marche pas. Il y a plein de fois où il se plante. Enfin, c'est un autre problème. Il organise et puis il rentre à la maison. La mutation, c'est les années 1460. Particulièrement pour moi, c'est les Milanais. C'est les Milanais qui font vraiment beaucoup faire évoluer les choses avec Francesco Maletta. Lorsque Sforza envoie Maletta, il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie quelqu'un qui est un des grands officiers de Milan. Hein. C'est un personnage, ça n'apparaît pas comme ça dans la chronique. On vous parle de Francesco Maletta comme si on vous parlait de l'un ou de l'autre. En fait, dans la réalité, il s'agit d'un des principaux personnages de l'État milanais qui arrive en Corse et qui est là pour véritablement savoir à quoi ressemble la Corse.
les Milanais viennent récupérer la Corse, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne, qui est qui fait quoi, etc. etc. Donc, Malet arrive et lui, eh bien, il envoie un rapport toutes les semaines. Au moins un rapport toutes les semaines, voire 2. Et on démarre là quelque chose qu'a bien mis Vanina mis parfaitement en lumière, c'est en fait, on a peu de moyens humains, on a une sous-administration, que ce soit les Milanais, que ce soit surtout les Génois derrière, sous-administration, c'est une sous-administration totale, mais on a la possibilité, malgré tout, malgré cette sous-administration, on a la possibilité d'envoyer des rapports, etc. etc. C'est un pouvoir de papier. C'est un pouvoir de papier. En fait, dans la réalité, on a quantité de documents qu'on envoie, on suit les événements, mais en fait, on ne les maîtrise pas. La deuxième moitié du XVe siècle, on ne maîtrise rien du tout. On ne maîtrise rien du tout, mais on envoie des rapports circonstanciés, etc., etc. Et tous les officiers génois qui sont mis en place à partir de ce moment-là, notamment dans les années 1490, au moment où l'office de Saint-Georges rentre vraiment dans un nouveau système qui va encore faire muter, parce que Vanina va jusqu'au 1500, mais en fait, dans la réalité, la nouvelle mutation, c'est 1520, c'est les commissaires, j'ai expliqué ça ailleurs, c'est 1520, c'est les commissaires, c'est-à-dire en fait des commissaires, il y a les officiers génois, il y a les commissaires, ils peuvent se déplacer. Eux, ils se déplacent, ils font le tour de l'île. Et ils disent, et en fait, dans la réalité, les informations qui arrivent à Gênes ne sont plus simplement les informations portées par le gouverneur, par les commissaires, etc., etc. Il y a les commissaires extraordinaires de Saint-Georges qui font le tour de l'île et qui disent, bon, là, il faut faire ça, là, il faut, etc., etc. Et il y a 2 pouvoirs, pratiquement, qui se chevauchent. Y compris sur des tout petits faits. Il y a, à un moment donné, il y a 2 commissaires génois. On a travaillé dessus avec Michel Verger-Franceschi sur une affaire qui est microscopique, mais où Sampiero apparaît pour la possession de la plaine de Campo dell'Oro entre les Ajacciens et les Basilicais. Bon, bien. Très bien, il y a une affaire, il y a une liasse qui est épaisse comme ça, il doit y avoir 4000 documents qui traitent simplement du commissariat. Il y a 2 commissaires génois, ils ont débarqué et on refait le match. C'est-à-dire, il s'est passé ça, il y a eu un procès entre un tel et un tel, on recommence le procès, on le refait à nouveau, etc. etc. Et donc il y a cette dimension-là. Il y a cette dimension, il y a ce fait qu'il y a la possibilité de multiplier et ça, par rapport à ce qu'on a connu auparavant, c'est une mutation qui est une mutation énorme. Le gouverneur, pour moi, un gouverneur, le nom ne change pas. Le gouverneur au XIVe, au XVe siècle, le gouverneur de la fin du XVe, le gouverneur du XVIe siècle, ce sont des choses totalement différentes. C'est comme les évêques ou les ambassadeurs. On ne parle pas de la même chose. On est vraiment sur des choses. Il y a un moment donné où c'est un militaire, il y a un moment donné où c'est un administratif, un moment donné où c'est quelqu'un qui envoie des rapports, etc., même assez puissants. Hein. On peut avoir des rapports extrêmement circonstanciés avec des gens. L'année 1453, l'arrivée de Saint-Georges, les rapports n'ont rien à voir avec les années qui suivent. Parce qu'ils arrivent, ils sont là, ils sont aux affaires, etc. etc. Ils sont intéressés, ils multiplient les documents. 1464, les Milanais multiplient les documents à l'envie. D'ailleurs, on regarde le nombre de cartons à travailler lorsqu'on est aux archives de Milan. 1464, 1465, c'est déjà plus la même chanson. 1464, on essaye de savoir qui est qui fait quoi, quels sont les pouvoirs, qui est-ce à qui on va avoir affaire, à qui on va falloir combattre, etc. etc. Et voilà, c'est un peu la nouveauté. Et à partir de 1490, c'est encore autre chose.
Et ça, bon, vraiment, la fin de la thèse de Vanina est vraiment extrêmement intéressante là-dessus, sur cette mutation des années 1490, avec, oui, une mise en place, mais c'est une mise en place sans moyens. Sans moyens. Le grand problème, on parlait tout à l'heure du fisc, la question du fisc, la question de la justice. Les 1729, c'est la question du fisc, c'est la question de la justice. Quelle justice véritablement on peut réaliser avec le truc? Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je travaille dessus depuis des années. Lorsqu'on a un meurtre en Corse, on a un meurtre, tout le monde sait qui c'est, vous avez le nom de la personne qui a tué, la personne elle est en fuite. Stop et fin. Il est contumace. On le condamne, etc., par contumace. Il n'y en a pas un qui tombe entre les mains d'eux. Il faut arrêter. C'est pas possible. Ou bien si il tombe entre les mains, en général, c'est Steve McQueen qui arrache voilà, c'est Steve McQueen et oui, non, mais c'est ça, c'est l'affiche avec la tête du bonhomme qu'il s'agit d'aller chercher. Voilà, et là, alors, de ce côté-là, on est très fort. Là, on est très très fort. Hein. Là, le Zeus qui est, oui. Ça, c'est parfaitement odieux, mais c'est très, très fort. Là, pour couper des têtes et pour les amener aux autorités, ça, pour ça, on est très, très costaud. Y a-t-il d'autres interventions? On pourrait écouter pendant des heures et faire des parallèles aussi. Peut-être des anachronismes, mais quand même, on peut, comme le disait Louis Orsini tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de permanences au cours des siècles, quand même des permanences assez troublantes. Bon, cette quête, évidemment, ça c'est pas propre à la Corse, du meilleur système de représentation, de représentativité des édiles, ça c'est la première chose, bien sûr, qui ensuite doit permettre aussi le meilleur système de gouvernement, parce qu'il faut gouverner. Il y a eu effectivement... on a pensé pendant des années que les Génois maîtrisaient tout, mais en fait, ils ne maîtrisaient pas du tout la situation, comme tu l'as démontré, en tout cas pendant une grande partie de leur occupation de la Corse. Et puis le lien aussi, évidemment, avec la question foncière, qui est essentielle, et corrélée, la question fiscale. Et ce sont des thématiques sur lesquelles nous serons amenés à réfléchir aussi pour la période actuelle. Donc, merci beaucoup. Antoine-Marie, merci beaucoup pour cette intervention. Nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion de la publication des actes. Le cycle des conférences n'est pas terminé. Il y a encore 2 conférences à venir. Une qui concerne les conseils économiques et sociaux et qui sera menée d'ailleurs normalement par 3 de ses présidents, 2 de ses anciens présidents et la présidente actuelle. Et puis ensuite, 2 collègues d'André qui interviendront et les miens aussi, bien sûr, sur nos institutions au cours des dernières années. Voilà, donc ça a été un très très beau cycle. Et encore une fois, merci à tous. Et puis, merci aussi à Jean-Yves Coppolani, bien sûr, là où il est, d'avoir permis que ce cycle puisse se dérouler dans les meilleures conditions, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il parte, à ce qu'il nous quitte. Mais il est encore avec nous, bien sûr. Voilà, merci à tous, amici a tutti, et puis on se retrouve bientôt. Voilà, a presto.